Après avoir parlé du hasher série abaisseur dans la vidéo précédente, on va maintenant parler du hasher suboteur. Ce sont deux types de convertisseurs continu-continu. Il existe aussi le multiplicateur de tension à base de diodes et de condensateurs en cascade. Mais bon, ce n'est pas vraiment un convertisseur continu-continu. Et quand je dis pas vraiment, en fait, c'est pas du tout. Mais bon, je vous en parlerai à la fin. Mais avant ça, retour sur notre hasher. Pour commencer, on va faire un bref récapitulatif des bases. Deux sources de tension ne peuvent pas être mises en court-circuit. Le condensateur est une source de tension. Et donc on s'assurera à mettre une bobine entre le générateur de tension et la capacité. La bobine stocke son énergie sous forme de courant. Il est impossible de couper instantanément le courant qui circule. L'énergie doit absolument s'évacuer progressivement. Plus le courant s'évacue rapidement, plus la tension aux bornes de la bobine est grande. Et on va justement utiliser ce principe sur le hasher parallèle. Cela dit, manipuler une bobine dans un circuit doit se faire avec grande précaution, surtout si le but est de couper volontairement son courant pour générer une surtension. On mettra donc une diode pour éviter les coupures brutales de courant. Contrairement au hasher série, au plus la tension de sortie est grande, moins la bobine en se chargeant accumule de l'énergie, ce qui limite cette tension à la tension d'alimentation. Le hasher parallèle, quelle que soit la tension VC, a une tension de charge de la bobine égale à la tension d'alimentation U. La tension minimale pour ce hasher est de 0 V et sa tension maximale est théoriquement infinie. En pratique, sa tension maximale est limitée au claquage de la diode ou du condensateur. Il existe un autre type de hasher dont sa tension peut varier de U à la limite physique des composants. Mais je ne vais pas en parler ici. Le principe de fonctionnement est simple. Sur une période de temps t, la première partie du temps de 0 à alpha t, le transistor est fermé. La bobine se charge et accumule de l'énergie. Durant la seconde partie de alpha t à t, le transistor est bloqué et l'énergie accumulée est envoyée vers la charge. Pour assurer la continuité du courant, le condensateur se décharge, ce qui résulte que la tension Vc est négative. En régime établi, c'est-à-dire quand la tension moyenne Vc n'évolue plus, comme dans le cas du hasher série, il y a deux cas possibles pour déterminer la tension de sortie Vc. Soit le courant de la bobine est égal à I0 à t égale 0, atteint son maximum en alpha t valant I1 et retombe exactement à I0 à t. Ce cas est le cas général le plus étudié, et on va le calculer la tension Vc à partir des variations de courant de la bobine. Soit le courant de la bobine part de 0 A à 0 secondes, atteint son maximum en I1 à alpha t et s'annule avant t. Cette configuration arrive quand la charge ou la bobine est trop faible, ce qui crée une surtension, et ce n'est donc pas souhaité. On va donc l'étudier dans le but de comprendre comment ne pas être dans cette configuration. On va maintenant calculer la tension Vc dans le premier cas. Pour rappel, la dérivée du courant de la bobine multipliée par son inductance est égale à la tension de la bobine. Et en faisant l'intégrale, on a le courant IL qui est égal à VL divisé par L multiplié par T1 moins T0 qui correspond au temps d'intégration. Donc I1 est égal à I0 plus la variation du courant durant alpha t. Et I0 est égal à I1 plus la variation du courant durant 1 moins alpha t. Et cette variation est négative. On obtient donc cette formule, et en simplifiant, on obtient Vc est égal à alpha U divisé par
1 plus alpha. Enfin, tu sais pas lire, tu retapes. C'est 1 moins alpha, 1 plus alpha. Pour calculer la tension dans le deuxième cas qui est non souhaité, dans lequel le courant dans la bobine s'annule et est non continu, on va utiliser l'approche énergétique. On a donc la puissance injectée qui est égale à la puissance consommée. La puissance injectée est égale à la tension U multipliée par l'intégrale du courant moyenné sur une seconde, équivaut à alpha I1 divisé par 2. La puissance consommée quant à elle est égale à U carré divisé par R dans le cas d'une charge purement résistive. Il en vient que U multiplié par I sur 2 multiplié par alpha est égal à Vc carré divisé par R. En remplaçant I1 par l'expression vue précédemment avec I0 est égal à 0, on obtient cette équation. Et en simplifiant, on obtient Vc qui est égal à alpha U multiplié par la racine carrée de Tr divisé par 2L. Pour s'assurer que la bobine soit toujours conductrice, on utilise cette équation et on s'assurera que cette tension soit inférieure à U multiplié par alpha divisé par 1 moins alpha, soit la tension calculée dans le premier cas. Et donc ce qui revient à dire que la racine carrée de Tr divisé par L multiplié par 1 moins alpha doit être inférieur à 1. Pourquoi la tension Vc calculée ici doit être inférieure à celle au premier cas, nous direz-vous? La valeur calculée ici est vraie pour un courant qui s'annule dans la bobine avant T. Si la tension Vc calculée est inférieure à alpha U divisé par 1 moins alpha, le courant devrait s'annuler après T. Il y a donc une contradiction et ce modèle utilisé n'est plus valable. Donc très bien, je vais vous montrer un cas pratique d'utilisation de la formule pour calculer Vc avec dans le cas où le courant de la bobine est discontinu. Donc on a 3 cas distincts avec uniquement la valeur d'inductance qui change. Ici on a 125 micros, 200 micros et 50 micros. Donc ici c'est la tension de commande, donc avec un temps t de 100 microsecondes et une valeur alpha égale à 0,5. Donc la tension ici d'alimentation est de 20 volts. Donc la valeur calculée pour Vc3 ici est égale à 31. Donc oui, effectivement, elle est négative, donc il faut penser qu'elle est négative. Et le courant ici dans la bobine, on peut bien voir ici qu'elle est discontinue. La tension Vc1 qui est calculée à 20 volts, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le courant il est juste conducteur, c'est-à-dire qu'il s'arrête pile à 0 et il revient, c'est justement le calcul qu'on a fait. Donc normalement, on devrait calculer la tension avec la tension classique, étant donné que alpha est égal à 0,5, on va calculer la tension qui est égale à 20 volts. Donc ici, on est juste à la limite. Et la tension ici est d'environ 20 volts. Donc oui, effectivement, donc on calcule la puissance injectée qui est égale à la puissance consommée. Étant donné que la puissance consommée n'est pas seulement consommée par la charge, mais aussi par la diode et le transistor, on obtient une petite inférieure. Et ça, c'est normal. Et donc maintenant, on va passer au dernier cas. Donc ici, il y a 14 volts, donc qui est inférieur. Donc normalement, on devrait avoir 20 volts. Donc ici, on a un léger inférieur à 20 volts. En fait, et c'est pareil. Donc on a une différence de potentiel qui est due à la bobine et la tension et le transistor. Par contre, si on prend uniquement la bobine ici, on a un courant qui est bien continu. Donc comparé à Vc3 ici qui est totalement discontinu et la tension dans le premier cas où elle est juste limite.
Je vais maintenant vous montrer le cas général d'utilisation où le courant de la bobine est toujours continu. Donc dans lequel VC est égal à alpha U divisé par 1 moins alpha. Donc ici alpha est donc le rapport cyclique. Donc on a trois cas totalement identiques où la seule chose qui change c'est le rapport cyclique alpha. Donc ici on a un rapport cyclique qui est égal à 0,3, donc VC calculé 10 est égal à 8,5. Donc on a un peu moins que 8,5, mais comme tout à l'heure dit, il y a la différence de tension qui est dans la bobine qui est environ égale à 0,7 volts, 0,6, 0,7 volts, qui joue. Donc ici, VC20 qui est ici calculé, qui est égal à 47 volts. Donc si on zoome dessus, on a à peu près effectivement on a à peu près 47 volts. Et alpha est égal à 9, on a 180 volts. Donc oui, on est un peu en dessous, effectivement. Effectivement, tout ça est dû à cause des pertes et tout ça. Mais la chose importante à remarquer, c'est qu'avec une petite augmentation de alpha, on a une très grande augmentation de la tension. Et là, ça peut devenir très dangereux d'utiliser. Donc c'est quelque chose à assez éviter. En général, on n'utilise pas pour ce genre de tension, pour ce genre d'application. On utilise alpha inférieur à 0,9 en général. Monter au-dessus, c'est très dangereux. Aussi, une autre petite remarque, c'est que les bobines utilisées ici en simulation sont assez faibles. En vrai, elles sont beaucoup plus élevées. Enfin, plus élevées en fonction du cas d'utilisation, effectivement. Et donc, je vous recommande d'utiliser cette logiciel qui s'appelle LTSpice pour les simulations. Donc, vous pouvez tester comme vous souhaitez et voir quelles sont les meilleures configurations possibles. Il existe une autre méthode pour générer une tension supérieure à la tension d'alimentation. Elle se fait avec un plomb de diode et de condensateur. Pour l'utiliser, il faut une tension d'entrée alternative, mais vu que cette technique est souvent utilisée pour de faibles puissances, l'alimentation est très souvent une pile ou une batterie. Ce n'est pas proprement parler un convertisseur continu-continu, mais on crée une tension alternative avec cette tension continue. Le principe de base est simple. C'est comme si on chargeait des condensateurs en parallèle et que l'on mettait ensuite en série pour créer une tension 3 fois supérieure, dans notre cas avec nos 3 condensateurs. Dans le cas pratique que je vais vous montrer, j'utilise en entrée une tension variable, plus 100, moins 100 volts, et les condensateurs sont reliés par des diodes. Le premier étage oscille entre 0 et 200 volts et fait office de pompe pour le reste. Quand la tension V1 passe de 200 volts à 0, la tension V2 reste à 200 volts. Quand V1 repasse à 200 volts, le condensateur entre V1 et V2 fait passer 200 volts à 400 volts. Et le même phénomène se passe pour la tension V3. En pratique, il faut un peu plus que 3 coups d'horloge pour que V3 atteigne 600 volts. Je vais vous montrer une simulation avec LTSpice. Donc je vais vous montrer par simulation comment fonctionne le pont de diode et de condensateur. Donc on a ici en entrée une tension de plus 100 volts, moins 100 volts, qui est injectée ici, et la tension V1 ici, qui est donc plus d'écart de 200 volts, mais la tension minimale qui est égale à 0 volts. Donc la tension ici minimale qui est égale à la tension maximale à peu de choses près de V1, et la tension minimale de V4 qui est égale à la tension de V3. Donc et à chaque fois qu'on augmente, le condensateur ici pousse le courant qui fait qu'il injecte à chaque fois plus de 100 volts. Donc jusqu'à la même chose jusqu'à V6. Et après on rajoute une diode à la fin pour avoir Vout qui est égal à 600 volts.
Alors bien sûr, il y a une perte dans les diodes. Donc si on change la valeur, si on prend moins 10, plus 10, on relance la simulation, on obtient une valeur un peu différente. On n'obtient pas tout à fait 600 volts parce qu'on a quelques chutes de tension. Donc j'avais pris 100 volts justement pour éviter de voir ces chutes de tension dans les diodes, mais elles existent. Alors il faut en prendre compte aussi.